Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Bonjour d'Algérie à partir de la station régionale de Constantine. Vous êtes bien en notre compagnie sur Canal Algérie en direct jusqu'à 9h30 du matin. Donc merci de nous accueillir chez vous, où que vous soyez dans le pays ou bien aussi à l'étranger. Donc nous espérons vous accompagner agréablement durant cette matinée jusqu'à 9h30 du matin avec des échanges, des informations utiles et des invités qui feront l'actualité, surtout à l'est du pays, Constantine Sétif. Donc, on parlera au sommaire de cette édition, donc pour ce mardi 21 avril 2026. Dans notre première partie, on parlera santé. D'ailleurs, nous reviendrons sur le congrès national consacré à la pathologie, aux pathologies ORL d'origine professionnelle. Donc, c'est un événement scientifique important qui a eu lieu à Sétif les 9 et 10 avril 2026. Mais avant ça, nous nous intéresserons à une technologie médicale de pointe donc, qui a commencé à prendre place à Constantine. C'est la Gamma Knife, donc comment cette technique est utilisée, dans quel cas et dans quel cas elle intervient et ce qu'elle peut apporter aux patients. Enfin, nous ouvrirons la page patrimoine avec le lancement du mois du patrimoine le 18 avril passé. Une belle occasion de mettre en valeur la richesse culturelle de cette belle ville de Constantine. Mais avant de rentrer dans le vif de nos rubriques et des trois parties préparées dans notre feuille de route, qui j'espère tiendra la route pour vous aussi, donc jusqu'à 9h30 du matin, je vous invite à une petite balade aérienne sur cette belle ville de Constantine, accompagnée par la voix du feu Haj Mohamed Tahir El-Fergani. حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير أقدمت على الموت قدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي اختار اللي البني بدنامي وسارنا ليها سما بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في رنايم طلامي خبرتهم غايض المسامع قام الصوت ايش في فرافع الله يا سود الريامي Voilà donc, c'est la ville des Pans, la capitale de l'Est algérien qui se réveille doucement pour vous accompagner pour ce bonjour d'Algérie à partir de la station régionale de Constantine. Nous sommes en direct sur Canal Algérie et bien jusqu'à 9h30 du matin. Sans plus tarder, nos invités sont déjà parmi nous pour parler en premier lieu de cette journée marquée par des échanges riches et constructifs autour des dernières avancées en radiochirurgie et perspectives offertes par la technologie, par les technologies de pointe. Donc, nous allons parler de la Gamma Knife, cette nouvelle technologie de radiochirurgie qui commence à prendre place à
Constantine. Et pour en parler, j'ai l'immense plaisir de recevoir sur plateau Dr Imen Lekikot. Vous êtes neurochirurgienne. Bonjour et merci d'avoir Bonjour. accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Merci à vous. J'ai aussi l'immense plaisir de recevoir sur plateau Dr Mounia Zired. Vous êtes radiothérapeute. Bonjour. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Donc, on va parler de cette nouvelle technologie de Gamma Knife. Déjà, docteur Mounia Azeret, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter cette journée médicale consacrée à la Gamma Knife et à la radiochirurgie? Donc, cette première journée de radiochirurgie occasionne l'introduction justement de la Gamma Knife en Algérie, plus précisément à Constantine. Cette journée, c'était un échange scientifique avec la présence d'éminences mondiales. Nous avons reçu professeur Régis, qui est le chef du pôle de radiochirurgie à Marseille, professeur Roberto Martinez, qui est un éminent radiochirurgien à Madrid. Nous avons partagé aussi un retour de notre expérience avec l'introduction de l'inauguration et le décollage de notre service de radiochirurgie. Parfait. Donc, docteur Lekikot, c'est ça? Oui. Docteur Lekikot. Donc, pourquoi avoir choisi d'organiser cette rencontre autour de cette technique après environ 8 à 9 mois de son introduction ici à des cliniques à Constantine? Oui, il faut d'abord savoir que la technique de Gamma Knife radiochirurgie, elle existe donc dans le monde depuis plus de 2 décennies maintenant, voire plus. Donc, elle est toujours un sujet de recherche à l'échelle mondiale. En Algérie, c'est la première fois qu'il y a un appareil. Donc, c'était l'occasion de faire connaître la technique et de l'introduire au grand monde, aux praticiens algériens, y compris neurochirurgiens, radiothérapeutes, oncologues, même médecins généralistes. Donc, il faut savoir que tout le monde, du premier rang magistral jusqu'au médecin généraliste, est concerné par cette technique qui traite pas mal de pathologies cérébrales dont on n'avait pas les moyens de les traiter avant. Voilà, donc c'était une rencontre d'introduction, on va dire, après un petit décollage de notre expérience au service. Donc on a voulu faire connaître la technique au monde médical algérien, on va dire. Très bien. Et constantinois, plus précisément. Plus précisément. Parfait. Docteur Mounia Azeret, quelle est l'importance de telles journées en matière d'échange, d'expériences, de telles avancées, technologies? Alors, c'est très important d'assister à des rencontres scientifiques, des rencontres d'échange, de faire connaître des techniques innovantes afin d'ouvrir de nouvelles perspectives à la prise en charge thérapeutique des patients. Parfait. Vous partagez le même avis avec... Bien sûr, oui. Oui, il faut qu'on ait cette technique-là. Ça va nous aider beaucoup à prendre en charge nos compatriotes, nos Algériens, qui avant se faisaient traiter à l'étranger. Donc, c'était astreignant pour eux d'abord. Et la qualité, elle n'était pas la même dans tous les pays du monde. Donc, il faut savoir qu'on a les références internationales, les premiers au monde qui ont fait ça et qui ont de très bons résultats. Donc, c'était important pour nous de la partager aux médecins, aux malades et au grand public. Mais surtout de partager les techniques et la maîtrise de cette technologie. C'est ça, docteur Lekikot? Oui, exactement, c'est ça. Très bien. Maintenant, si on veut simplifier pour les téléspectateurs qui découvrent aujourd'hui avec nous cette technique de Gamma Knife, docteur Lekikot, comment peut-on expliquer simplement ce qui est la Gamma Knife? Donc, la Gamma Knife, c'est gamma, c'est les rayons, et knife, c'est le couteau. Donc, c'est une chirurgie avec des rayons. Pour simplifier, c'est la base. Donc, finalement, on ne va pas ouvrir la boîte crânienne pour traiter ces pathologies cérébrales, ces tumeurs cérébrales, donc généralement de la base du crâne. Donc, on va vraiment diminuer la comorbidité, les complications
c'est des pathologies où l'accès chirurgical est vraiment difficile, ou bien il n'est pas vraiment démuni de complications. Donc, on va pouvoir traiter pas mal de pathologies à base de rayons sans que le cerveau reçoive donc des rayons. Les rayons, ils vont traverser le cerveau sans l'endommager, ils vont atteindre leur cible, ils vont agir sur la lésion progressivement, pas brutalement. Donc, le malade va voir ses symptômes s'améliorer au fil du temps. Et voilà. Pendant combien de temps à peu près? Ça dépend des pathologies généralement. D'accord. Donc d'abord, il faut savoir qu'elle traite des pathologies d'ordre tumoral, donc qu'elles soient bénignes ou malignes, et puis toutes les malformations vasculaires, à savoir les malformations vasculaires, les cavernomes, essentiellement du tronc cérébral, et puis les pathologies fonctionnelles. Il y a des cas qu'on peut traiter, donc des cas de Parkinson qu'on peut traiter avec la gamma knife, des cas de névralgie du trijumeau, donc le mal du visage, on peut aussi le traiter avec la gamma knife. Parfait. Donc, si on veut détailler encore plus dans les pathologies que cette technique, ou bien dans cette technique est utilisée, avec vous, docteur Mounia Zired. Oui. Comme l'a déjà dit ma consoeur, alors ça traite principalement les lésions intracérébrales, à savoir tumorales, bénignes ou malignes, les pathologies fonctionnelles, épilepsie, la maladie de Parkinson, les pathologies vasculaires, les malformations artério-veineuses, les cavernomes et, comme j'ai déjà dit, la majorité des pathologies tumorales bénignes. Très bien, donc c'est une technologie qui permettra, ou bien qui sert à une meilleure prise en charge pour le malade algérien, surtout. C'est ça le plus important et c'est ça le main objective. Oui, c'est ça. Donc on va tout d'abord regarder ce reportage qu'a préparé notre collègue Linda Chaben qui était présente dans cette journée. Donc on va regarder, on va retourner en images et puis on continue notre débat. Voilà, allons-y. اليوم حضرنا إلى يوم علمي اللي فيه كامل جراحي الأعصاب تاع الوطن تاع الجزائر وكاين هناك خبراء منهم بروفيسور جون ريجيس دونك اللي تاع مارسيل هو من أول المستعملين لهذا الجهاز في العالم عنده اون اكسبيريونس تاع أكثر من 10,000 حالة اللي دار بها لا راديوشيرورجي دونك هذا الجهاز حيحل مشاكل كثير للمرضى يعني احنا الان نسخا با اوبليجي ما نكونوش محتم علينا دونك لوسك الورم اقل من 30 ملم والحاله تاع المريض تسمح دونك نديروا لا راديوشيرورجي الهدف تاع لا راديوشيرورجي لا باس تاعها سي با لو ريون اكس سي الكوبالت والمريض راح يدير اون سول سيونس يروح للدار سي با دي سيونس يعني ممكن يدير اليوم وبعد يومين كيما لا راديو ثيرابي اون سول سيونس بور سيت ليزيون ومن بعد يفايفوار اون ابل سا ان كونترول تومورال حبه ما عادش تزيد في الحجم وكثير من الاورام تنقص في الحجم والحاله تاع المريض يتحسن تحل كيف المشاكل تاع الناس اللي عندهم اورام لو كونسير ومنتشر في الجسم منتشر في المخ باللا جاما نايف هذه نقدروا الاورام كي تعود منتشره في المخ مش غير واحد ممكن نوصلوا حتى اكثر من 10 نديروا لها لا جاما نايف ومعظم من الناس تحسنوا الحمد لله دونك افيك ليمينوثيرابي والهدف تاع اليوم هذا العلمي سيكون نبينوا لي زانديكاسيون وقتها نستعملوا هذا الجهاز عند المرضى في الجزائر وهذا عنده هدفين اولا التكوين سي امبورطون وثانيا نحن اون فا روندر سيرفيس للمرض المسكين الجزائري واليو يروح للخارج دونك الجهاز راهو متوفر وكيف قبل كنا نحكيو على الحياه اسكو المريض يعيش ولا ما يعيش عنده ورم في المخ درك الان الحمد لله هذيك التطور تاع جراحه المخ في الجزائر يعني اللي وصلت يعني الليفل النسبه يعني درجه عاليه وتوفر هذا الجهاز يسمح لنا الان اولا في معظم الحالات نصيروا لا شيروجي تاع لي تومور بصح نقدروا نحبسوا باش ما نزيدوش الحاله المرضيه تاع المريض ومن بعد نديروا لا راديو شيروجي جاما نايف وهذا ما يسمح اولا لا غيريزون تاع المرض نقص لا موربيديتي سادير المريض اين فوا لي غيري ان شاء الله يرجع يخدم ويرجع يعيش عادي الحمد لله ايغالمون البارح تناقشنا كاين اون كونفونسيون مع الصندوق لاكناس
وكيف كيف مع التامين تاع يعني الناس اللي يخدموا في الجيش الوطني. دونك الناس قادرين يبو بينيفيسيي من هذه التقنيه اترافير لا بريز اون شارج كناس. C'est le démarrage de la première unité de radiochirurgie Gamma Knife en Algérie. Qu'aujourd'hui la radiochirurgie Gamma Knife, ça fait partie des outils de la neurochirurgie moderne et que c'est quelque chose qui manquait vraiment beaucoup pour les patients algériens. C'est en train de naître dans une institution qui est très ambitieuse, avec un beau programme. Et donc je suis très content de prendre le temps de venir aider à ce démarrage. المؤتمر هذا وين راهم يقدموا فيه يكومونيكيو فيه لي زيكسبير انترناسيونال ثم خبراء دوليين اللي هما مختصين في الجاما نايف منذ اكثر من 30 سنه باش يعرفوا بالجهاز وايضا بلي زانديكاسيون اللي يقدر يعالجهم هذا الجهاز. Retour au plateau, donc pour parler toujours en ce qui concerne cette nouvelle technologie en radiochirurgie, qui est la Gamma Knife. Donc, docteur Lucky Cote, si je peux poser cette question, est-ce que cette technique de Gamma Knife permet aujourd'hui de réduire les risques opératoires et la durée d'hospitalisation? Oui, considérablement oui. Le neurochirurgien, il se trouve donc surtout le neurochirurgien qui fait les tumeurs de la base du crâne, les tumeurs qui sont d'accès extrêmement difficile, qui causent beaucoup de symptômes aux malades. Donc il est là, il est en train d'opérer, il veut enlever la tumeur, il lui reste un bout de tumeur, il reste la moitié peut-être, mais enlever cette tumeur, il n'est pas démuni de complications, surtout d'ordre fonctionnel. Donc, elle vient faciliter la tâche au chirurgien, compléter généralement la chirurgie pour offrir donc, une meilleure qualité de vie aux patients. Très bien, donc voilà. Elle est complémentaire. Elle est complémentaire. Elle peut être faite en première intention. Quand la tumeur elle est petite, elle est là, elle ne cause pas vraiment beaucoup de symptômes, ou bien des symptômes qu'on peut soulager par la suite par la Gamma Knife, mais dans la plupart du temps, elle vient compléter la chirurgie pour offrir donc, une meilleure prise en charge complémentaire avec moins de risques. Et une durée d'hospitalisation Oui. Donc, si on enlève la tumeur sans complications, sans qu'il y ait des complications, et on sait qu'on a un autre moyen de traitement qui est la Gamma Knife, oui, ça réduit le séjour en réanimation, le séjour hospitalier. Je pense qu'elle va beaucoup aider le neurochirurgien. Et c'est ce qu'on cherche d'ailleurs. Donc, docteur Monia Zered, comment vous êtes radiothérapeute, comment se déroule concrètement une séance pour un patient? Alors déjà, le patient se présente en consultation médicale. On va étudier son dossier, on va l'examiner. Il y a beaucoup de critères à prendre en considération avant de poser l'indication d'une radiochirurgie. Une fois l'indication elle est là, on va réaliser une IRM. Nous avons des séquences différentes pour chaque pathologie et pour chaque siège de la maladie. Après la réalisation des IRM, c'est là qu'on va procéder à la planification de traitement. Parce que ce sont des rayons qui vont pénétrer au niveau du cerveau pour viser justement la tumeur ou bien la lésion. Donc il faut déjà bien viser la cible, mais aussi connaître bien l'arme thérapeutique qui est le faisceau. Le rayonnement n'est pas... le rayonnement, quand même, c'est néfaste. Donc il faut bien cibler. D'accord. Il faut une bonne étude dosimétrique. C'est quoi une étude dosimétrique? Ça veut dire qu'on va prendre le rayon, on va étudier dès son arrivée, dès sa sortie jusqu'à son arrivée au niveau de la cible. On va étudier son diamètre, sa trajectoire, on va étudier la répartition de la dose pour ne pas avoir de surdosage justement, ou bien un sous-dosage. Donc ça va affecter l'efficacité de cette technique. Et une fois cette planification elle se termine, on va placer ce qu'on appelle un cadre de fixation. Comme vous avez vu sur le reportage, nous avons des cadres à fixer pour éviter que le patient ne bouge, et donc parce qu'il faut que le positionnement du patient soit rigoureux afin que la dose arrive là où on veut traiter.
Très bien. Donc, une fois le patient, une fois qu'on met le cadre, le patient il est placé sur la machine de traitement. D'accord. On revérifie encore une fois la dose, le positionnement. On va lancer le traitement. Le traitement, il n'est pas douloureux. Même la machine, elle est confortable. Elle n'est pas sonore. Donc, il y a tout un confort pour le traitement du patient. Une fois la séance terminée, on enlève le cadre et le patient peut rentrer chez lui tranquillement. Ça prend en général combien de temps? Ça dépend de la pathologie, ça dépend du siège de la lésion, parce que parfois on est au niveau, on est proche des nerfs et tout, donc on doit faire tout un compliqué. travail. Et plus le travail est compliqué, plus la durée de traitement. Ça dépend de la complication. Oui, donc, mais on a fait des traitements de 10 minutes, comme on a fait des traitements qui dépassent les 2 heures. Donc ça dépend le cas à traiter. Mais ça va, c'est pas trop. Donc, C'est pas 10 trop, minutes non, à ouais. 2 heures, c'est pas. C'est pas trop. Oui. Donc, je vous adresse une autre question, docteur Monia Zeret. Quelle est la différence entre la radiothérapie classique et la radiochirurgie gamma knife, sinon d'autres radios? D'accord. Alors, cette technique, la gamma knife, c'est un atout supplémentaire dans notre arsenal thérapeutique. C'est-à-dire, la radiothérapie, elle s'est développée au fil du temps, allant de la conformationnelle, l'IMRT, la VMAT, la stéréotaxie. Et cette radiochirurgie, elle va permettre de traiter avec beaucoup plus de précision les tumeurs, avec une meilleure préservation des organes aux alentours et du cerveau sain. Ce qui est très important. Oui, pour garder une bonne fonction, pour garder un confort de vie et une qualité de vie des patients, surtout que la majorité de nos patients sont jeunes. Oui, exactement, c'est vrai. Et surtout en comparaison avec d'autres traitements, donc, ou bien radio. Donc, docteur Le Kikot, dans le même contexte, quels sont les principales, ou bien quels sont les résultats obtenus chez les patients traités par la gamma knife? Si vous avez un chiffre de patients qui ont été déjà traités ici à Constantine par cette gamma knife, donc il faut signaler qu'il y a déjà 8 mois de son introduction. Oui. Actuellement, on a traité plus d'une centaine de malades. Parfait. Pour les résultats, il faut savoir d'abord que la gamma knife, le but essentiel en matière de tout ce qui est tumoral, c'est le contrôle tumoral. Donc, il faut qu'on ait un contrôle sur la tumeur, qu'elle ne soit plus évolutive donc, au fil du temps et par la suite. La gamma knife offre cette stabilité-là. Donc, le malade, il fait sa séance de gamma knife. Dans 6 mois, dans une année, on refait une IRM. Si on trouve déjà que la tumeur n'a pas augmenté de volume, c'est déjà un bon résultat, c'est un succès. Donc, parce que l'action déjà, elle est retardée. C'est une apoptose programmée. Donc, c'est une action immunologique qui va prendre du temps. Donc, l'action, elle est progressive. Donc, la stabilité, le contrôle tumoral est très important. Donc, il n'y a pas d'apparition de d'autres symptômes qui se rajoutent à déjà l'état initial du malade. Voilà, donc ça, c'est le succès. Maintenant, on a commencé à traiter les malades plus de 8 mois. On n'a pas eu donc, assez de recul actuellement. Nos malades, il y a moins de 50% de malades qui ont dépassé les 6 mois. Donc, nos résultats préliminaires, ils sont bas, mais on n'a pas vraiment donc, les résultats à une année, on ne les a pas encore. C'est ce que donc, on compte faire dans les autres éditions, Inch'Allah, de notre congrès Gamma Knife, donc dans les prochaines années qui vont suivre. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, il y aura d'autres éditions. Oui. Parfait. Donc, docteur Le Kikot, d'un point de vue de neurochirurgien, vous êtes neurochirurgien, donc est-ce que cette technique permet une meilleure précision et une meilleure protection des tissus sains? Bien sûr, oui. Surtout quand il s'agit des lésions du tronc cérébral. Donc, c'est des lésions, quand il s'agit d'un cavernome du tronc cérébral, c'est une lésion carrément donc extrêmement dangereuse pour le patient et vraiment difficile à opérer. Et il y a des cas où on peut même pas opérer. Donc oui, elle présente un arme pour contrôler la lésion et offrir au malade une stabilité au long cours. Parfait. Donc oui, je pense qu'elle nous aide beaucoup, comme neurochirurgien, à faire beaucoup de pathologies qu'on ne peut pas opérer. Très bien. Docteur Monia Zeret, dans le même contexte, peut-on parler d'une médecine plus ciblée et moins invasive? Oui. Exactement. Avant plutôt, on était sous pression, on était un peu stressé
quand on présentait des tumeurs du tronc, des tumeurs au niveau du chiasma optique, des tumeurs orbitaires. Mais avec l'avènement de la radiochirurgie, on peut traiter ce type de lésions. Donc, vu la précision de cette technique, on peut traiter ce type de lésion très facilement en délivrant des doses plus que suffisantes pour avoir de très très bons résultats et sans léser justement, par exemple, le tronc, les voies optiques, donc préserver les fonctions du patient. Parfait, parfait. Donc, docteur Lekikot, peut-on dire que la réussite de ce type de traitement repose sur un véritable travail d'équipe, radiothérapeute, neurochirurgien Ça, c'est une évidence. C'est des rayons. Donc avant tout, il doit y avoir un radiothérapeute, un physicien médical et un neurochirurgien. C'est un travail complémentaire, c'est un travail d'équipe. On peut pas, donc autant que neurochirurgienne, je ne sais pas l'effet biologique des rayons sur le tissu sain. Donc il me faut un confrère radiothérapeute, il me faut un physicien médical, donc pour savoir la cible, pour faire faire marcher l'appareil tout simplement. Je suis neurochirurgienne, je me suis habituée à traiter, à ouvrir des crânes. Donc pour moi, je sais l'anatomie, je sais la pathologie, je sais la traiter, mais le moyen m'échappe un peu. Donc l'équipe, oui, je pense que former l'équipe multidisciplinaire est très très important. Très important pour la réussite. Je partage le même avis. Nous sommes avec Monsieur Bali, qui est notre physicien, on forme, avec Dr Lekikot, on forme la première unité de radiochirurgie ici en Algérie et on essaie de faire un travail complémentaire et un travail en complicité afin de fournir la meilleure des prises en charge aux patients. algériens. Algérien. Surtout. Très bien. Oui, Docteur Lekikot, quel niveau de formation et de maîtrise est nécessaire pour utiliser de telles technologies ici en Algérie? Il faut faire une formation. Tout simplement, il faut être formé par les meilleurs. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, on est formé par les meilleurs, par l'éminence internationale. Professeur Régis et professeur Martinez, c'est des pionniers. C'est des gens qui ont fait ça depuis plus de 30 ans. Donc, ils étaient là, donc ils ont vécu le développement de la machine et tout. Ils savent toutes les failles. Ils sont en train d'essayer de nous transmettre leur savoir. On s'acharne à apprendre, à développer aussi donc, notre technique à nous, notre vision à nous. Oui, il faut vraiment une rigueur, que la pathologie soit cernée, donc depuis la consultation jusqu'à traitement, jusqu'à suivi, parce que le suivi il est très important dans cette technique. Le suivi, c'est un suivi qui est à long cours, donc il peut dépasser les 10 ans. Il y a des malades qui sont suivis plus de 20 ans, donc surtout que la majorité de nos patients, c'est des jeunes, donc ils vont nous accompagner pour la vie, on va dire. C'est vrai, c'est vrai. Justement, comment se passe ce suivi et quelle est son importance, surtout pour le patient? Oui, dans toutes les pathologies neurochirurgicales, le suivi est très important, d'autant plus dans la gamma knife. Déjà, on doit faire un suivi à chaque 3 mois, cliniquement parlant, ça va pour détecter des nouveaux symptômes, pour voir les effets secondaires qu'on a, par l'imagerie radiologique chaque 6 mois, donc pour voir est-ce qu'on est en train de bien traiter, est-ce qu'on a un contrôle tumoral, est-ce que le malade qui présente un petit cavernome a saigné, il n'a pas saigné, pour voir déjà pour nous développer nous-mêmes. Voilà, donc le suivi il est très très important. Il se fait donc chaque 3 mois cliniquement et chaque 6 mois avec un outil radiologique qui soit une artériographie ou bien une imagerie IRM cérébrale. Parfait. Docteur Mounia Zered, les équipes algériennes sont-elles aujourd'hui prêtes à maîtriser ce type d'équipement? Pardon. Les équipes algériennes sont-elles aujourd'hui prêtes à maîtriser de tels équipements? Bien sûr, comme l'a dit Dr Lekikot, il faut une formation rigoureuse, il faut beaucoup de travail afin de bien maîtriser cette technique. Comme je vous ai déjà dit, c'est une technique qui est très précise, c'est une technique qui délivre de très fortes doses, donc il faut vraiment une formation et nous, on a été accompagnés et supervisés
par les deux éminences mondiales. On continue toujours à être formés, à être accompagnés et Inch'Allah, on donnera les meilleures prises en charge à nos patients algériens. Inch'Allah, Inch'Allah. Docteur Lekiko, docteur Mounia Zered, on arrive à la fin de cette première partie de notre émission. Faites. C'est bon, pas stress. Très bien, docteur Lekiko. Donc avant de terminer d'un point de vue de neurochirurgienne et pour récapituler les bienfaits, les avantages et les indications de cette nouvelle technologie de Gamma Knife, que dites-vous? Donc, je pense que, donc, grand public, il y a une technique en Algérie et il y a des équipes jeunes qui sont en train d'essayer de maîtriser la technique. On est là pour traiter ces malades-là. Je pense que l'Algérien, actuellement, le malade algérien qui souffre de beaucoup de pathologies ne nécessite pas le déplacement vers l'étranger. Surtout, je pense que c'est un avantage. C'est un avantage pour les Algériens en matière de coûts, en matière de déplacement, en matière de visa. Donc, c'était astreignant pour les malades. Il y avait beaucoup de malades qui attendaient la technique. Elle a des avantages sur le plan médical, mais aussi sur le plan humain. Social, je pense, social et humain. Et économique. Oui, économique, exactement. Oui, bien sûr. Donc, je pense qu'on rend le service aux gens. On est en train de rendre le service aux gens, à nos compatriotes surtout. Absolument, exactement. Donc, merci beaucoup déjà d'avoir accepté notre invitation. Docteur Lekiko, vous êtes neurochirurgienne. Merci. D'un point de vue de radiothérapeute, docteur Mounia Zered, quelle est l'importance de cette technologie? Nous sommes très très contents et nous sommes honorés de détenir une telle technique. Et de pouvoir justement, comme l'a dit ma consoeur, de pouvoir traiter des patients algériens qui auparavant partaient à l'étranger et maintenant ils peuvent bénéficier d'une prise en charge excellente juste à proximité. Très bien, parfait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Donc, ce qui est très important, c'est de l'avoir dans toutes les régions du pays, en Algérie, d'avoir les patients de mieux en mieux, Inch'Allah, pris en charge avec cette nouvelle technologie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, c'est la fin de cette première partie de Bonjour d'Algérie. Nous sommes toujours en votre compagnie jusqu'à 9h30 du matin. Mais avant de continuer, je vous invite cette fois-ci à une petite balade, mais on va changer de ville, on va changer de wilaya, on va à Djmila, l'un des meilleurs sites touristiques en Algérie. مدينة جميلة أو كويكول هي واحدة من المدن المهمة في الفترة الرومانية في شمال إفريقيا. أسسها الرومان في فترة نهاية القرن الأول الميلادي بالضبط بين سنتي 96 و 98 ميلادي تقريبا تزامنا مع تأسيس مدينة أيضا مهمة بجوارها ألا وهي مدينة سيتيفيس. أهمية هذه المدينة في الخارطة القديمة هي تموضعها بين طريقين مهمين جدا، الرابط بين تيمغاد جنوبا الى جيجل او الى الضفه الجنوبيه للمتوسط في الشمال، والطريق القادم من سطيف اللي هي سيتيفيس في تلك الفتره، واللي يقودنا نحو سيرتا قسنطينه عبر ميلاف او ميلا اللي تعتبر ايضا هي الاخرى واحده من اهم المدن في تلك الفتره. ايضا هذه المدينه التي تحتوي على كل مكونات المدن الرومانيه من مسارح اللي تحتوي على مسرح بمساحه او بقدره استيعاب تفوق 3000 مقعد، ووجود مسرح في مثل هكذا مدن دليل على الرقي الثقافي والمادي لسكان هذه المنطقه في تلك الفتره. بالاضافه الى ذلك تحتوي هذه المدينه على متحف مهم جدا وهو متحف للفسيفساء. هذا المتحف الذي يعتبر أكبر متحف للفسيفساء في الجزائر باحتوائه على مساحة تفوق 1200 متر مربع من اللوحات الفسيفسائية
هذه المدينة اللي باعتبارها في المسار أو الطرق الرومانية، إذا جبناها من منطقة تيفاس تبسة إلى غاية شرشل، تمر عبر مدينة جميلة كذلك، ومونس ميلاف جميلة، مونس سطيف. هذا الامتياز كذلك أنه نعتبره حتى في مسار الذي قام به القديس سانت أوغسطين، والذي يعتبر من أهم المسارات التاريخية والأثرية التي تعتمد عليها المسارات الثقافية والسياحية لمدينة جميلة. إذن من المرحلة المسيحية هي نبدأها من المجمع الأسقفي الذي يقطن فيه الأساقفة ورجال الدين، ومتكون كذلك من معالم رئيسية مهمة. قلنا أن المجمع الأسقفي والكنيسة كريسكونيوس التي تعتبر أكبر كنيسة في مدينة جميلة، وبعدها الكنيسة الأولى، وبعدها بيت التعميد. هذا البيت التعميد أين يتم تعميد الوثنيين للدخول للديانة المسيحية. مدينة رائعة جدا، عظيمة جدا. يعني نحن نجد آثار الحضارة الرومانية في هذه البلاد وفي بلادنا أيضا. أشعر أن هذه قواسم مشتركة في لدى سكان حوض الأبيض المتوسط، فأشعر بالقربة بين بلدي سوريا والجزائر وبين الحضارات القديمة التي تجمعنا جذور واحدة. يعني أستطيع أن ألمس ذلك في كل زاوية. أرى هذه الحضارة في عدة مدن سورية، مثل بصرة الشام، مثل تدمر، مثل مسرح جبلة في بلدي في سوريا. وأرى هنا هذه العظمة وهذا الجمال في هذه المنطقة العالية والجميلة النضرة بالخضار. يعني أنا أعرف مدن رومانية من أيام فلسطين، لكن حجم جميلة كبير جدا. يعني الضخامة من المدن اللي هي الرومانية المعروفة، وفيها كل تفاصيل وخصائص المدينة الرومانية، لكنها ضخمة. يعني هي بنيت على 3 مراحل، وكيف تجاور هيك التلال الخضراء وهي هيك ضاربة في التاريخ، شيء جميل جدا ويدل على أن سبحان الله الجزائر بلد الحضارات، يعني بلد ضاربة في التاريخ والعمر. Dieu merci pour cette beauté, Dieu merci pour cette richesse, Dieu merci pour ce pays, l'Algérie. Donc retour au plateau, on a été à Djmila, on est passé par le centre-ville de Sétif et on a ramené nos invités sur plateau. Donc pour cette deuxième partie, on parlera toujours de santé, mais cette fois, on va mettre en lumière ce congrès national de pathologie ORL d'origine professionnelle. Donc c'est une collaboration entre l'association des ORL de Sétif et la Société algérienne de la médecine du travail. Donc c'était un congrès pour parler des pathologies ORL d'origine professionnelle. Pour en parler et pour avoir plus de détails, j'ai l'immense plaisir de recevoir sur plateau professeur Behlouli, qui est président de la Société algérienne de la médecine du travail. Eh ben, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Merci à vous. Donc j'ai l'immense plaisir aussi de recevoir Dr Meddour, qui est ORL et qui est aussi chargé de communication de l'association des ORL Sétifiens. Bonjour et bonjour l'Algérie. Eh ben, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de cet événement scientifique important et national. Donc pour commencer, professeur Behlouli, vous êtes président de la Société algérienne de la médecine du travail. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette société et ses principales missions? Donc, ok, merci pour l'invitation. Donc alors, la Société algérienne de médecine du travail. Donc on a fêté l'année passée, en 2024,
le 40e anniversaire. Oui. Donc la date de création de la Sainte revient en 1985 à Sidi Bel Abbès. Oui, suite à l'initiative de nos aînés médecins du travail. Donc c'est une société savante, voilà, dédiée à la science, dédiée à la formation médicale continue. Donc son objectif, c'est promouvoir la santé au travail, la formation des médecins du travail, la vulgarisation de tout ce qui concerne les aspects de la médecine du travail, les publications, les formations médicales continues, la formation des futurs médecins qui vont devenir médecins du travail, lancer les projets de recherche à l'échelle nationale, être une force de proposition vis-à-vis de la tutelle, tout ce qui concerne les politiques de prévention au milieu professionnel, préserver la santé au travail en général. Et surtout, mieux prendre en charge le patient travailleur. Tout à fait. Le malade travailleur. Donc, en médecine du travail, on a le jargon, le salarié. On ne parle plus de patients, puisque la spécialité a voué essentiellement la prévention. Oui. Donc, on reçoit des gens qui sont sains. Donc, c'est des travailleurs qui sont sains. C'est plus important d'ailleurs. Voilà, exactement. C'est pour prévenir, justement, pour que les patients, depuis leur embauche jusqu'à la retraite, on essaie de garder la santé intacte. Public. Tout à fait. Voilà, parfait. Donc, docteur Medour Wahid, vous êtes chargé de communication de l'association des ORL de Sétif. Est-ce qu'on peut connaître cette association, mais aussi ses principales missions elles-mêmes? Effectivement, notre association, elle est plutôt jeune en la comparant à la Société algérienne de médecine de travail. Elle est créée depuis sa 6e année de création. D'ailleurs, on remercie l'UNTV et Canal Algérie qui nous accompagnent souvent. C'est notre 6e passage. C'est par rapport à nos activités. L'association des ORL de Sétif, comme son nom l'indique, englobe tous les ORL de Sétif ainsi que toute spécialité qui a un rapport avec la pathologie ORL. L'objectif, il est vraiment clair. C'est un objectif purement scientifique, médical pour l'accompagnement de nos patients et en premier lieu un objectif préventif parce qu'actuellement, avant de parler maladie et pathologie, on parle prévention et quel est le rôle de chacun de nous afin d'arriver au stade maladie. Exactement, exactement. Professeur Behlouli, donc si on parle de ce congrès intitulé Pathologie ORL d'origine professionnelle qui a eu lieu à Sétif, donc les 9 et 10 avril 2026, c'est ça? Donc, pourquoi avoir choisi de consacrer ce congrès aux pathologies ORL d'origine professionnelle précisément? D'accord. Alors, il faut dire que d'emblée, notre association, la Société algérienne de médecine du travail, la SAMT, ça fait quelques années, elle est dans une démarche d'ouverture par rapport aux autres sociétés savantes. Donc voilà, on veut créer cet aspect, cet espace d'échange, cet aspect d'interdisciplinarité. Et depuis, ça fait presque 4 années, on a élaboré des protocoles dans ce sens, c'est-à-dire organisés en collaboration avec d'autres sociétés savantes. Et bien voilà, l'occasion s'est présentée en 2026 avec nos confrères de l'association des ORL de Sétif, et bien justement pour organiser ce congrès pathologie ORL d'origine professionnelle. Il faut dire que c'est une première à l'échelle nationale. Parfait. Et même par rapport à nous, franchement, c'était une expérience vraiment magnifique. Et c'est pour ça que je remercie toute l'équipe de l'AOS, en leur tête le professeur Benzemit, le président de l'association, qui n'a épargné franchement aucun effort pour la réussite de cet événement. Pourquoi la pathologie ORL d'origine professionnelle? C'est pour la simple raison que c'est une pathologie qui reste fréquente au milieu professionnel. Donc un indicateur qu'on peut donner, la surdité professionnelle reste la première pathologie professionnelle à l'échelle nationale. C'est la première pathologie qui est déclarée au milieu professionnel. Donc ça veut dire qu'il y a un travail à exercer par rapport pour prévenir cette pathologie. Et l'idéal que cet effort
soit fait, soit organisé, soit réalisé en collaboration avec les spécialistes dans la question. Parfait. Donc nous, on consacre notre activité par rapport à l'éthiologie professionnelle, et ben on aimerait bien avoir l'expertise des ORL par rapport à ça. C'est pour ça l'échange durant ce congrès dont on va parler, Annie, franchement, était une véritable réussite, Annie, et je le remercie infiniment. Donc c'était une expérience riche en échanges qui sert bien sûr à mieux prendre en charge le malade travailleur, ou sinon le travailleur en général, si on parle côté prévention. Docteur Medour Wahid, donc comment est née de votre côté l'idée de collaborer avec la Société algérienne de médecine de travail? Actuellement, c'est le monde, c'est la mondialisation, c'est l'ouverture, c'est la microspécialité, c'est la nanospécialité. Notre association, bien l'association des ORL de Sétif, s'ouvre actuellement à la multidisciplinarité. Bien avant le mois de décembre dernier, on a fait une masterclass dédiée à la pathologie, plutôt à l'ORL et l'imagerie. Là, on a rassemblé, c'est un cours étalé sur 4 sessions, là où il englobe les ORL avec les radiologues. Et on tape toute pathologie, bien toute la pathologie ORL avec les radiologues, là où il y avait des experts et tout. D'où l'idée, c'est né, pourquoi pas, s'élargir et voir d'autres spécialités et collaborer avec cette multidisciplinarité pour avoir des résultats meilleurs. Tout simplement, la sphère ORL touche, pour simplifier les mots, l'oreille, la bouche et le nez. Et avant d'arriver à ce point, c'est-à-dire le point maladie, il est préférable de voir avec les sociétés savantes ou bien avec les gens de spécialité comment voir, comment prévenir, comment préparer des terrains pour ne pas arriver au stade maladie. Le patient, ou bien on ne parle plus de patient, on parle de salarié. On parle de salarié dans un milieu de travail, il est exposé à de différents agents. Par exemple. Risques. Exactement. Par exemple, à des agents chimiques toxiques, ça, ce qui touche, donc c'est la première cause des cancers ethmoïdales, à la surdité pour les endroits brillants et machin, ainsi de suite. Donc, les dessiner avec professeur Behlouli et son équipe, pourquoi pas faire un travail en collaboration. Là, on parle pathologie ORL, là où il y aura des médecins ORL qui vont, ou bien qui ont déjà détailler pas mal de pathologies ou bien de détails qui ont rafraîchi la mémoire et faire quelques directifs. Et avec les médecins de travail, on a pu savoir quel est le rôle du médecin de travail sur terrain. Et à la fin, on a eu pas mal de recommandations. Oui. Et des résultats riches. Effectivement. Très bien, très bien. Donc on va déjà, avant de détailler, on va revenir en images sur cet événement scientifique très important qui a eu lieu à Sétif les 9 et 10 avril 2026. Allons-y. C'est la mesure de l'audition, la tonotopie. Des médecins du travail, la fonction travail. C'est-à-dire, on va explorer les 500. Le but, c'est de présenter toutes les pathologies ORL dont l'origine est professionnelle, c'est-à-dire un travailleur qui va dans son environnement, il est exposé à des risques. Je ne parle pas de l'accident aigu et l'accident de travail que tout le monde connaît, mais je parle de l'exposition chronique qui va engendrer certaines pathologies, certaines maladies que nous, praticiens, doivent diagnostiquer et doit prendre en charge. Mais plus que ça, l'intérêt, c'est pas ça. C'est vrai, c'est ça. Mais plus que ça, c'est surtout le dépistage et la prévention bien avant que la maladie ait lieu par une sensibilisation des travailleurs tout d'abord, qui constituent l'économie et le cœur même de l'économie algérienne, voilà. Et deuxièmement, par la sensibilisation de nos médecins pour collaborer ensemble et traiter et indemniser ces patients, en fin de compte, qui sont des travailleurs, c'est pas des patients, qui tombent malades à cause
de leur maladie. L'objet de ce congrès, c'est une discussion, c'est un échange, c'est un milieu d'interdisciplinarité entre deux sociétés, grandes sociétés savantes, entre deux grandes spécialités qui est la médecine du travail et l'ORL, dirigée vers les médecins du travail, vers les médecins ORL, vers les médecins généralistes qui faisant fonction médecins du travail. Le but qui est fixé, c'est créer cet échange entre les ORL et les médecins du travail. Les ORL, c'est pour une meilleure information par rapport aux risques professionnels qui peuvent affecter la pathologie ORL. Et de notre côté, en tant que médecin du travail, c'est justement, voilà, c'est une formation, c'est une mise à niveau à nos connaissances par rapport à la pathologie ORL, toute pathologie confondue, oreille, nez et larynx. Pour régler le problème du malade, il faut une collaboration avec médecin généraliste, ORL, allergologue et puis médecin de travail pour réparer cette affection. Parce qu'au fait, cette affection, qu'elle touche le malade, il faut prouver ça. C'est notre rôle, nous les allergologues, c'est prouver qu'il y a un responsable. Le responsable, c'est l'allergène. L'allergène qui se retrouve au milieu de travail. Le patient, il allait bien, il n'avait rien du tout avant. Et une fois qu'il est exposé, après quelques mois, voire quelques années, là, il développe sa maladie professionnelle. وجود العامل في بيئة العمل يعرضه إلى جملة من الأخطار المهنية. هذه الأخطار المهنية بإمكانها أن تؤدي إلى مضاعفات كبيرة وتكون لها نتائج كبيرة على صحة العامل. طبعا المهمة الرئيسية لطب العمل هي الوقاية، هي وقاية صحة العامل من مختلف هذه الأخطار. Retour au plateau, on a nos invités pour détailler encore plus à propos de cet événement. Donc c'était l'ouverture le 9 avril. Il y avait des stands, je voyais qu'il y avait des stands. C'était des stands de quoi, docteur Medor? C'est un congrès médical et on est une association. Automatiquement, on a des sponsors. Oui. Et ce genre d'événement nécessite un budget. Donc, oui. Et les sponsors sont toujours là pour accompagner la science, ainsi de suite. Parfait. C'est pour ça qu'il y avait un sponsor. Je tiens à préciser que ce congrès était organisé par les ORL et les médecins du travail, avec les experts nationaux. Et je tiens à préciser la présence d'un pilier de la santé et l'élite algérienne, qui est bien les médecins généralistes, qui étaient vraiment présents. Le congrès a englobé pratiquement, il y avait plus de 300 médecins présents durant les 2 journées, d'où des 4 points de pays. Effectivement, il y avait des gens de l'extrême sud, de l'extrême est jusqu'à l'extrême ouest. Ça nous a vraiment fait plaisir par rapport à cette richesse. Oui. Et la spécificité du sujet beaucoup plus. Absolument. On parlait aussi hors antenne de cette importance de la présence des différentes spécialités, les allergologues, les généralistes, les ORL. Donc c'est un travail de groupe qui est très important, docteur Medor. Exactement. Prenons l'exemple toujours qu'on parle d'un salarié qui est une personne, c'est un humain. Absolument. Donc il faut oublier le côté objet. On parle d'un humain. Et l'humain a toute une famille, a une vie, a un objectif. Le médecin doit se mettre à la place de ses patients ou bien de ses salariés. Et à partir de cette philosophie, on peut avoir une prise en charge meilleure. C'est pour ça qu'on a fait recours ou bien on a fait appel à toute la multidisciplinarité qui a un rapport direct avec la pathologie ORL en médecine de travail. Je tiens à remercier aussi les instances qui sont en rapport, à savoir la CNAS et la CASNOS qui ont répondu présent, qui ont vraiment enrichi
notre congrès. Parfait, parfait. Professeur Behlouli, donc, quels sont les secteurs professionnels les plus exposés à ce type de pathologie? Donc alors, si on pourra résumer par rapport à la pathologie professionnelle, ORL d'origine professionnelle, donc alors, on a le problème de surdité professionnelle. Donc tous les secteurs où il y a du bruit. Donc généralement, c'est des industries, c'est le BTP, c'est les entreprises là qui manipulent des machines qui engendrent du bruit. Contrepartie, on a les problèmes de rhinite, de problèmes de sinusite qui sont dus à des produits chimiques. Donc toute l'industrie chimique. Là où il y a manipulation de produits chimiques, parce qu'il y a une émanation de produits chimiques. Il y a un environnement qui est pollué par des produits chimiques. C'est pour ça qu'on trouve les problèmes de rhinite. Et un dernier secteur qui est peut-être... c'était le dernier tableau de maladies professionnelles qui a été promulgué en Algérie. C'est le tableau 85 concernant la dysphonie professionnelle. Donc tous les enseignants. Tous les enseignants. Voilà. Ah oui. Qui ont le surmenage vocal. Ah oui. La manipulation. À l'époque, je parle trop, il tout crie à fait, parfois. tout à fait. Donc voilà, généralement les secteurs qui sont Et les concernés journalistes. par la pathologie. Voilà, entre autres. Toutes les professions, voilà, qui font l'effort, voilà, qui stimulent les cordes vocales. Donc entre autres, les journalistes, les speakers. Les imams, voilà, etc. les imams. Voilà, Oui, tout à imams, fait, tout à fait. absolument. C'est pour ça que des recommandations ont été faites dans ce sens. Exemple, le tableau de la dysphonie professionnelle, tableau 85. Oui, voilà, on a élaboré une recommandation, justement, élargir la population des travailleurs concernés, entre autres faire rentrer dans le tableau les journalistes, les imams, etc. C'est ça l'objectif. L'objectif principal, ou bien l'un des objectifs. On a parlé l'année passée avec monsieur Ismail Belqaïdia, et c'était lors de notre passage lors du congrès de la Société algérienne de médecine de travail, et on a posé le problème de dysphonie. Et pourquoi en 2024. Voilà, c'était en 2024. Et voilà le résultat actuellement. La dysphonie, elle est reconnue comme maladie professionnelle. Et les recommandations actuelles, comment élargir et faire la causabilité, c'est-à-dire cause à effet. Et pourquoi pas élargir les imams, le mu'adhin, les journalistes ou bien tous ceux qui utilisent leur voix dans le milieu de travail. Et voilà, donc question d'effort. Voilà, donc, tout à fait. Parfait. Docteur Medoul, dans le même contexte, donc, en tant qu'ORL spécialiste, quelles sont les pathologies les plus fréquentes liées au milieu professionnel? Tout d'abord, je suis audioprothésiste, je suis spécialiste de l'audition. D'accord. Je suis spécialiste de l'audition. Comme professeur Behlouli l'a bien expliqué, l'ORL, ou bien la sphère ORL, c'est une sphère qui est vraiment touchée à l'air extérieur. Donc, selon l'endroit du travail, il y a des expositions. Par exemple, les travailleurs des ferroviaires, le chemin ferroviaire, ou bien tout endroit sonore. Là où une exposition au bruit, il y aura des risques. Qui dit risque, qui dit bruit, qui dit traumatisme sonore. Effectivement, automatiquement, il y aura une surdité. Le problème des surdités, c'est des affections non réversibles. Une fois la surdité, elle est causée, elle est irréversible. D'où la nécessité, ou bien dans ce cas-là, vient le rôle du médecin de travail. Il faut prévenir, il faut protéger le patient, ou bien il faut protéger, le salarié avant d'arriver au point de surdité. Le côté surdité, c'est nous, médecins praticiens, qui prennent en charge la pathologie. Mais pourquoi arriver à ce point actuellement? Donc, la stratégie ou bien la politique actuelle, c'est de traiter ou bien de prévenir. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été ça. C'est le terme. Oui. Mais nous, on parle pathologie, on parle surdité. C'est quoi surdité? C'est rien. C'est une baisse de l'audition. Mais c'est un être humain qui a perdu l'audition, qui va avoir un retentissement vraiment social. On a tendance à négliger quelques problèmes. Effectivement. Par exemple, pour les expositions chimiques. Oui. Exposition chimique, disons un travailleur qui travaille dans une usine, par exemple, de plastique, qui n'utilise pas les bavettes. Oui. Donc, d'où le travail de la prévention, de la sensibilisation, avant d'arriver au point de maladie. Parce que si une personne arrive à un stade,
par exemple, un cancer de l'ethmoïde, ça, c'est le stade de retard. Quelle que soit la prise en charge, certes, il y a des nouveautés actuellement et on peut prendre en charge un patient, mais imaginons un patient cancéreux avec toute la pathologie, avec la lourdeur économique et l'impact économique, avec l'impact social La pour lourdeur lui du traitement. et la lourdeur du traitement. Tout cela, on peut l'éviter avec une simple bavette, n'est-ce pas, docteur Oui. Bahlouli? Tout à fait, tout à Oui. fait. Donc, C'est une question de sensibilisation. D'ailleurs, je vous posais cette question, professeur Bahlouli. Est-ce que les travailleurs ou sinon le salarié, comme l'a dit docteur Medouche, sont suffisamment sensibilisés aux risques liés au bruit, à la poussière, aux produits chimiques? eh ben justement, c'est vraiment le rôle où la spécialité elle est incarnée. Donc c'est une spécialité vouée essentiellement à la prévention. Donc qui dit prévention, donc c'est toute l'amalgame de la formation, de la sensibilisation, Exactement. de l'information, etc. Et c'est presque le travail quotidien au niveau des services de médecine du travail, la consultation d'un médecin du travail. C'est pas vraiment la prescription médicale, c'est pas ça, mais c'est surtout le rôle de sensibilisation, etc. Il faut savoir que sur le plan réglementaire, donc la loi, le législateur algérien a promulgué pas mal de réglementations qui régissent cet aspect de prévention. Donc on a quand même deux lois phares qui régissent dans ce sens. Donc la loi 88-07 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail et la loi 83-13 relative aux accidents, travail et maladies professionnelles. Donc toute cette réglementation va vers cet aspect de sensibilisation, formation des travailleurs. Il y a le rôle de l'employeur, certainement, qui est obligé d'assurer les bonnes conditions d'hygiène et de sécurité, mais le rôle quotidien, je dirais, l'activité quotidienne d'un médecin du travail au niveau de sa consultation, c'est vraiment ça, sensibiliser par rapport pour du moyen de protection, porter les gants, porter les stoppeurs, bruit, agir sur la prévention, que ce soit une prévention technique qui est collective, etc. Exact, Être de plus en plus conscient. Exact. C'est pour ça l'histoire de la maladie professionnelle ou là, un accident du travail, ça va de l'ouaï, comme on Exactement. dit. Voilà, c'est-à-dire les travailleurs doivent être conscients. Responsables et conscients. Tout à fait. C'est-à-dire on projette un travailleur professionnel. Très bien. Dans le même contexte, professeur Bahlouli, selon vous, quelles sont aujourd'hui les principales lacunes en matière de prévention? Donc voilà, c'est question de... C'est-à-dire si on parle par rapport aux textes réglementaires, ils sont là. Vraiment, donc la mise en application qui pose problème. D'une part, par rapport aux employeurs, qu'on doit inciter les employeurs c'est-à-dire à exercer leurs obligations en assurant toutes les conditions de travail, hygiène et sécurité au milieu professionnel. Et de l'autre côté, sensibiliser le travailleur par rapport à tous ces aspects, la visite médicale par exemple en médecine du travail qui pour certains secteurs devient problématique parce que les travailleurs des fois refusent d'y aller à la consultation de médecine du travail pour subir un examen clinique. Et c'est toute la problématique qui fait de notre spécialité un challenge. Voilà, on essaye à chaque fois, à travers déjà ces congrès, etc. Et c'est le message qu'on lance par rapport aux dirigeants, par rapport aux employeurs et par rapport au pouvoir public. L'intérêt de la sensibilisation est primordial pour assurer une bonne santé au travail et faire gagner la politique de prévention au milieu professionnel avant d'arriver bien sûr à un stade, comme il a dit mon frère Dr Meddouriani, arriver à un stade d'un salarié qui atteint des surdité professionnelle, c'est carrément un échec par rapport à notre activité de prévention. Et bien c'est cette barrière qu'on veut vraiment la couper. On veut vraiment, c'est-à-dire assurer la santé depuis l'embauche de ce travailleur jusqu'à sa retraite pour qu'il s'épanouisse après sa retraite et c'est pas justement s'occuper des maladies qu'il a eues durant sa vie professionnelle. Malheureusement, après la retraite, on prend en charge nos maladies, nos problèmes, on découvre toutes les maladies. Tout à fait d'accord. Chose qu'on a appris par exemple par rapport à nous et association des ORL, en tant que praticien, on recevait des malades. Ou bien on reçoit un salarié en stade de maladie. Chose qu'on négligeait avant, que la législation algérienne, elle est vraiment riche et pleine. Et elle couvre vraiment nos salariés, chose qu'on négligeait. Autre chose, la CNAS et la CASNOS sont vraiment présentes et elles accompagnent vraiment les patients.
chose qu'on négligeait, tout simplement parce qu'il n'y avait pas une communication auparavant. Ce genre de rencontre nous a permis d'avoir que la prise en charge est vraie et l'État consomme des sommes colossales. Oui. Vraiment, j'ai su un chiffre qu'ils ont déclaré pour l'année 2025, c'était un chiffre incroyable, alors que le côté prévention, on pouvait économiser vraiment des sommes très importantes. Là, on sort de la médecine, on sort du côté patient et on parle économie. Même sur le côté économique, il y a un gain vraiment très important. Absolument. Donc la volonté, si vous voulez, politique y est. Oui, ça. Ça je le confirme. Oui. Tant que la législation y est, la loi elle est vraiment pratiquement complète. Absolument. La loi elle est pratiquement complète. Reste l'application. L'application elle est multidisciplinaire. On ne peut pas dire que c'est X ou bien c'est Y. Tout le monde est concerné. Absolument. Le salarié, le médecin du travail, l'employeur et toute autre multidisciplinarité. Très bien. Revenons au congrès. Donc, est-ce que certaines pathologies ORS sont reconnues officiellement comme maladies professionnelles, professeur Behlouli? Donc alors, la plupart des pathologies ORL d'origine professionnelle, oui. C'est-à-dire on a des tableaux qui réparent ces pathologies. Peut-être la problématique, c'est surtout l'actualisation de ces tableaux. Alors si je prends l'exemple, comme on l'a dit déjà, qu'on l'a bien dit, dit par rapport à la dysphonie professionnelle, oui, c'est-à-dire le tableau actuel se limite surtout par exemple par rapport aux enseignants, alors qu'il y a d'autres secteurs professionnels qui sont concernés. Si je prends par exemple le problème de la surdité professionnelle, oui, c'est le tableau 42 qui répare la surdité professionnelle. Le tableau il y est. Mais le problème qui se pose, c'est l'actualisation de ce tableau. On est convaincu par rapport à nos confrères ORL que ce tableau nécessite une actualisation en raison des évolutions qu'il y a eu dans le monde, que ce soit sur le plan clinique, sur le plan exploration professionnelle. C'est l'une des recommandations du congrès? Tout à fait. Et même par rapport à l'évaluation du bruit au milieu professionnel. Donc la loi, elle prédit certainement que l'employeur, il doit assurer les conditions d'hygiène et de sécurité au milieu professionnel. Par rapport au bruit, donc le mesurage du bruit, assurer une prévention pour que le travailleur ne soit pas exposé à des seuils qui dépassent ou qui nuit à l'oreille. Sauf que en matière de seuil, par exemple, etc., on est un peu en retard par rapport à ça. Parce que la réglementation actuelle, c'est-à-dire elle prévoit les normes, des normes instantanées de bruit, alors que normalement, c'est des normes qui concernent l'exposition journalière professionnelle, donc c'est durant les 8 heures. C'est pour cela qu'il est très important d'organiser de tels congrès, de tels événements scientifiques, mais surtout en collaboration avec différentes spécialités, etc. Docteur Medour, donc, quels sont les signes d'alerte qui doivent pousser un travailleur, bien un salarié, à consulter? Tout dépend de la pathologie. Par exemple, tout dépend du type de l'affection. Par exemple, on parlait de la surdité, on continue de côté surdité. Un patient qui entend, mais qui déchiffre mal les paroles, qui a tendance à ne pas comprendre une conversation, alors que lors de la consultation, on fait un interrogatoire, et lors de l'interrogatoire, on a quelques signes que ce patient, parce qu'il est en stade de maladie, travaille dans un endroit bruyant, dans un endroit où le bruit est vraiment mal mesuré. On commence l'examen et les explorations, il y aura une surdité automatiquement. On a des techniques, par exemple, on cloche à 4000 qui commence et parfois les patients arrivent dans un stade tardif. D'accord. Autant qu'ORL ou bien autant que médecin praticien, on règle la pathologie. Avant, on réglait la pathologie pour le patient et on ne sait rien. Parce qu'il n'y avait pas une collaboration avec le médecin de travail? Est-ce que ce patient va être pris en charge dans son milieu de travail? Est-ce que ce patient va être pris en charge par les caisses ou bien par la sécurité sociale? On n'avait pas ce qui se passait en dehors de notre environnement de consultation. On ne savait pas, si vous voulez. On ne savait pas. Pour nous, un patient qui est venu, qui a un problème X, et on règle le problème. Quand je vous dis un règle, c'est une pathologie chronique. Ce n'est pas un traitement miraculeux. Oui. C'est juste pour prévenir ou bien pour régler
par exemple par une prothèse auditive ou bien avec des interventions. Mais le travail à suivre, comment isoler ce patient, comment protéger ce patient, d'où vient ou bien d'où la nécessité de ce genre de congrès. Actuellement, on a su comprendre que le salarié est bien protégé par la loi et dès qu'un patient est reçu chez nous qui représente une pathologie reliée au milieu professionnel, on l'envoie directement aux gens de médecine de travail et c'est eux qui prennent le relais. Parfait. Docteur Meddour, ce type de congrès permet-il aussi de faire évoluer les pratiques médicales sur le terrain? Effectivement. Effectivement, il y a toujours des rappels. Il y a des rappels. Un médecin de travail, je prends l'exemple, le médecin de travail, la médecine de travail touche tout le corps humain, pas uniquement la sphère ORL. Et le fait d'être en rapprochement avec les gens de spécialité, là on parlait en globalité de toute la sphère ORL, il y aura sûrement des connaissances supérieures. Pour la première fois aussi, lors de notre congrès, on a fait inviter des étudiants en médecine en 6e année parce qu'ils ont le module d'ORL et le module de médecine de travail. On a fait cette initiative comme invitation pour les étudiants en médecine, premièrement pour leur faire savoir c'est quoi l'ORL, c'est quoi la médecine de travail et pour les inciter à participer au congrès et à être vraiment à l'actualité. Parfait, parfait. Donc, docteur Meddour, professeur Behlouli, on arrive à la fin de cette deuxième partie. Donc, un dernier message, professeur Behlouli, aux travailleurs qui vous regardent aujourd'hui? Eh ben voilà, le message qu'on peut vraiment, c'est-à-dire le transmettre par rapport à nos chers travailleurs. Donc notre pays est en pleine expansion par rapport à son économie. Il n'y a pas un pays qui a une bonne économie sans une bonne santé des travailleurs. Donc j'appelle à tous les travailleurs à adhérer à leur médecin du travail, à suivre les prescriptions et les notifications des médecins du travail pour la simple raison, c'est préserver sa santé actuelle et sa santé à l'avenir, disons, jusqu'à la retraite et même après la retraite. Et à d'autres collaborations? Eh bien, Inch'Allah, Inch'Allah. Merci. Docteur Meddour, vous êtes chargé de communication de l'association des ORL de Sétif. Dernier mot. La collaboration pour nous, elle y est toujours. On a commencé par la radiologie ORL. Actuellement, on est médecine de travail ou bien pathologie ORL en médecine de travail. Prochainement, il y aura ORL et pneumologie. Et je profite de l'occasion pour inviter la communauté ORL pour notre congrès annuel qui se tiendra le 5 et 6 novembre 2026 à Sétif. Inch'Allah. Inch'Allah. Eh ben, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Professeur Behlouli, vous êtes président de la Société algérienne de la médecine du travail. Docteur Meddour, vous êtes médecin spécialiste ORL et chargé de communication de l'association des ORL de Sétif. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, vous êtes toujours en notre compagnie bien jusqu'à 9h30 du matin. On va terminer en beauté, en culture, en patrimoine. On va ouvrir la page patrimoine. D'ailleurs, c'est le début du mois de patrimoine. Du 18 avril au 18 mai, plusieurs expositions, plusieurs festivités qui animent la ville de Constantine, entre autres cette exposition à Dar el-Ibda'. Donc on va découvrir ce qui se passe à Dar el-Ibda' et puis on revient sur plateau.
toujours dans le cadre des festivités du mois de patrimoine, nous avons organisé une démonstration pratique directe dans le jardin de Dar al-Ibda' sur une vue panoramique du pont Mellah Slimane, expliquant la méthode détaillée de distillation de Zahar Ward pour la population. Au début du mois d'avril, c'est la période de la distillation. Donc les ménagères se préparent à distiller les pétales de rose et les fleurs d'oranger. On commence d'abord par les fleurs d'oranger. Ensuite, en deuxième partie, on passe à la distillation des roses. Donc les roses, il faudrait qu'elles soient fraîches et pas fanées. Sinon, il n'y aura pas le vrai parfum, c'est-à-dire par contre, les fleurs d'oranger, on doit les étaler sur un drap de bain pour qu'elles se fanent un peu et elles noircissent pour qu'on puisse avoir l'extrait plus concentré. Ensuite, on passe à la distillation. C'est un rituel annuel que certaines familles ne peuvent pas s'en passer. C'est ancré chez nous. Quand on termine la distillation, on retire les bouteilles du lombric, on doit faire la cire à base de bougie blanche qu'on fait fondre et avec aussi un tissu de percale blanche afin que la bouteille, on utilise ça au-dessus d'un bouchon de liège afin que la lumière ne passe pas à travers et qu'elle reste bien conservée. Évidemment, on expose les bouteilles pendant 2-3 jours au soleil. Après, elles sont conservées dans un endroit noir, où il n'y a pas de lumière, dans un endroit frais où il n'y a pas de lumière. La conservation, elle peut aller d'une année, 2 ans, 3 ans. Je tiens à préciser que surtout, le matzah zahar, l'eau de zahar, autant il est conservé, autant il est beaucoup plus conservé. Comme en cette année, en 2026, on peut utiliser celui de 2025-2024. Il est beaucoup plus parfumé. Mais par contre, pour l'eau de rose, c'est tout à fait le contraire. Parce que la rose est très fragile, on ne peut pas la conserver longtemps. Le parfum de l'eau de rose n'est pas très conservé. Donc on prépare les ustensiles pour la distillation, qui est tanjarat al-nahas, avec l'eau également, soit il est en zinc, soit en cuivre, qu'on appelle kskes. Et les bouteilles, les fioles qu'on appelle le mghalfa. Le mghalfa, c'est une bouteille en verre. Et je précise qu'on ne doit pas le mettre dans des bouteilles en nylon. On doit les mettre, l'eau de rose et de fleurs d'oranger, on doit les garder dans des fioles en verre. Si possible, foncé et couvert avec la matière, c'est le rotin, qu'on appelle saf. On utilise l'eau de fleurs d'oranger et mazhar pour surtout, en particulier, pour la pâte de date, le ghars, comme on dit chez nous, pour l'eau, pour le café, évidemment, pour le café de l'après-midi, mazhar. Voilà, c'est des coutumes qu'on doit respecter et qu'on les fasse. Et l'eau de rose, c'est pour surtout des plats spéciaux, pour le mchilwish ou le tabir. On utilise l'eau de rose. Alors, le jour de la distillation, la famille se réunit. C'est une fête annuelle. On doit préparer les sucreries spécialement conçues pour ce rituel, qui est la tamina blanche, qui est à base de semoule grillée, préparée avec du beurre fermier et du miel pur, qu'on doit offrir aux invités, avec quelques gâteaux, mais l'essentiel c'est la tamina.
avec le café bien sûr, accompagné de café. Voilà, donc c'est la capitale de la culture. Voilà, donc c'est Constantine qui vous accompagne toujours jusqu'à 9h30 du matin. Dans cette dernière partie de l'émission, nous allons célébrer le mois du patrimoine qui a été lancé le 18 avril 2026 et qui dure jusqu'au 18 mai 2026. Et en cette dernière partie, nous allons célébrer ce mois du patrimoine en présence de savoir-faire. Donc on va parler des savoir-faire et des coutumes et traditions purement constantinoises, mais surtout purement algériennes. Et c'est pour cela, j'ai l'immense plaisir de recevoir sur plateau Madame Mesralji Mina. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est réciproque. Je vous remercie de votre invitation. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous de l'avoir accepté. J'ai aussi l'immense plaisir de recevoir Madame Benjelloul Aïcha. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vraiment, c'est un plaisir d'être avec vous. Nous vous remercions vivement de votre invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Donc, Madame Benjelloul Aïcha, sans plus tarder, pour commencer, comment vivez-vous ce mois du patrimoine et que représente-t-il pour vous? Là, comme c'est le printemps, évidemment, on commence à faire la distillation des eaux, en particulier l'eau de rose, l'eau des fleurs d'oranger. On les fait particulièrement. Bon, c'est assez spécial. C'est un rituel de nos aïeuls, évidemment. Bon, la distillation se fait en famille, évidemment. Il faudrait qu'on soit quand même assez... On était assez nombreuses à se faire... C'est plus comme maintenant, évidemment. Chacun, comme on dit, Dieu pour tous, chacun pour soi, évidemment. Bon, on fait la cueillette, évidemment. Par contre, fleurs d'oranger, on doit laisser l'essence au moins 3 à 5 jours avant de faire la distillation, afin qu'il puisse parfumer. Donc c'est le mois de joie et de bonheur à Constantine, des bonnes odeurs surtout, des roses, etc. Madame Mesralji, pourquoi est-il important aujourd'hui de valoriser les savoir-faire traditionnels tels que la distillation, par exemple, de l'eau de rose, des fleurs d'oranger, etc. Pour certaines personnes, moi par exemple, c'est un rituel. Je ne peux pas m'en passer de la distillation, soit des roses ou la fleur d'oranger. Donc c'est sacré, c'est ancré dans les traditions, les vieilles familles constantinoises. Et puis c'est une tradition qu'on ne doit pas laisser partir. Absolument. On doit lutter pour la garder et apprendre à nos futurs enfants, filles, plutôt les filles, ce ne sont pas les garçons qui font la distillation, de préserver cette tradition. C'est ça, donc c'est une tradition qui a été transmise d'une génération à une autre. Il faut la préserver. Certes, c'est un travail un peu dur. Ce n'est pas facile de faire la distillation, étant donné qu'on doit avoir de l'espace. Et puis, ça demande un effort dur. Parce que changer l'eau, en ce moment, il y a des maisons où ils n'ont pas de réservoir, ils n'ont pas de... Comme on a des coupures d'eau. Ça demande des détails. Il faut essayer de refroidir l'eau chaude. Et ça demande un effort. Oui, un effort et des détails. Mais on le fait avec plaisir. Et par amour, surtout. Et par amour. N'est-ce pas, Madame Benjelloul? Par amour et par plaisir. Et on ne peut pas s'en passer. Oui. C'est ancré dans notre mémoire et dans notre cerveau. C'est notre identité. C'est notre identité constantinoise. Si on parle de la distillation, de l'art culinaire, de plusieurs traditions et coutumes, ça fait partie de notre identité. Bien on sûr, le fait par qu'on doit amour. préserver, qu'on ne doit pas laisser tomber. Absolument. Et qu'on doit
donner l'exemple à nos futurs enfants, Oui. pour qu'on puisse garder Aux nos futures traditions. générations. Voilà. Absolument. Vous partagez le même avis, Madame Benjelloul. Nous souhaitons que, Inch'Allah, que ce soit de génération en génération, que ça doit être bien conservé, Oui. qu'ils maintiennent nos traditions. Mais on souhaite aussi que ça se fait dans l'art. Oui. Exact. Oui. Il ne faut pas faire distiller. On préserve la façon traditionnelle, voilà. donc On- pour on doit préserver garder- On doit garder ça tel qu'il est. tel qu'il est Tel et qu'il ne est. pas changer. Mhm. 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 Et ne pas mettre le zar dans des bouteilles, comme j'ai dit, dans des plastique. bouteilles en plastique, Oui. parce que Oui. c'est nocif. Du moment que le zar, c'est chaud, le liquide est chaud, avec le contact du plastique, ça produit quelque chose de nocif. Très bien, et c'est très important en matière de préservation à une longue durée de l'eau de rose et l'eau de Et fleur puis, une d'oranger. fois qu'on a terminé la distillation, on doit prendre la bouteille, prendre un récipient, faire fondre une bougie blanche, ramener des morceaux de pécale blanche, évidemment neufs, qu'on doit passer sur le goulot de la bouteille pour D'accord. préserver l'extrait, pour qu'il n'y ait pas l'air qui rentre. Ah oui. Il faut que ça soit fermé hermétiquement. Ah oui. Ensuite, nous devons les mettre au soleil. On doit ensoleiller les bouteilles pour que l'arôme... Pendant combien de temps? 3 jours, 3-4 jours. D'accord. Ensuite, nous les mettons dans un placard où il y a de l'ombre. D'accord. Voilà. Pour les préserver. Pour les préserver. Donc- Et ça se préserve lorsque c'est bien fait dans l'art de la distillation. Ça se préserve 2 ans, 3 ans, jusqu'à 3 Ah ans. ouais? Je parle. Même l'eau de rose, c'est à une année jusqu'à 2. Une année, on l'utilise. Mais une fois dans- qu'on ouvre la bouteille, on doit la refermer. Ah oui. On Ouais, ne c'est doit très pas la important. laisser ouverte. Oui, oui, en matière de bonne préservation. Voilà, Et voilà. puis, on a même Tammin Telward, on a Oui, Tobir, voilà. donc les accompagnements. L'eau de pardon, rose, oui. il y a l'eau de aussi rose, le- c'est pour الطمينات. Comme je vous ai dit, les entremets, الطبيخ, المحلبي, Oui. الرفيس, المشلوش. Voilà, c'est ça. Comme on dit, l'eau de rose, c'est une eau qui est assez faible quand même. On ne peut pas dépasser au-delà d'une année. Parce que même pendant la distillation, puisqu'il y a certaines mesures à respecter, c'est clair, on met notre paume de la main dans le tanjara, comme on dit. On met carrément la paume et on remplit d'eau jusqu'au panier. C'est pas comme l'eau de fleur d'oranger, c'est avec un point. D'accord. Voilà, donc l'eau de rose est vraiment trop faible, donc comme on dit, me fait charrot. Je suis perdue dans ces techniques, voilà. Donc, Puis, Madame pardon, Sraji. on doit mettre aussi du sel. D'accord. Dans l'eau. On doit mettre, enfin, pas une quantité énorme, Grande bien quantité. évidemment. Il faut pas que Une ça soit, pincée. il faut pas que ça soit salé quand même. Oui. Enfin, on doit mettre une cuillère à café de sel. Ça préserve l'eau de la distillation, que ça soit l'eau de rose ou l'eau de fleur d'oranger. D'accord. Ça conserve, c'est un conservateur. Et pour l'eau de rose, on doit mettre de l'ombre, l'ambre. D'accord. On doit le mettre, je ne sais pas comment on appelle ça, le bzim. Le bzim. Le bec. Le Ok, bec, le bec ok, qui, d'accord. qui fait descendre la gouttelette. D'accord. On doit mettre de l'ambre, l'ambre. Et ça se vend. Oui, ça se vend. C'est chez ceux qui vendent les herboristes, bien sûr. Oui. Madame Sraji, est-ce que vous sentez un retour de l'intérêt du public, notamment des jeunes, pour ce patrimoine, et notamment à la distillation? Oui, bien évidemment. On sent que ça se renouvelle, mais pas dans l'art exact.
c'est-à-dire dans le travail. Ah, vous dites qu'on doit préserver la technique telle qu'elle est. Voilà, très bien. On le fait. Très bien. Il y a certains qui le font n'importe comment. C'est pour cela qu'on doit préserver la technique Voilà. telle qu'elle est. C'est pour cela que vous êtes ici, d'ailleurs, Madame Benjelloul Aïcha. Donc aujourd'hui, les jeunes s'intéressent à de tels savoir-faire. Oui, évidemment, comme ce que disait Madame Skaldi, surtout les ustensiles étaient en cuivre, que ce soit Tanja ou bien Ras al-Qattar. Là maintenant, bon, Tanja est toujours en cuivre, mais le haut, c'est devenu en zinc. Avant, c'était carrément en cuivre, tout était en cuivre. Donc c'est important, même la matière des... Oui, bien sûr, parce que très le bien. zinc, Très bien. ça s'oxyde et ça... Vous voyez que c'est un art, donc Voilà. c'est un art, donc Voilà. c'est des C'est un art détails. très, Voilà, très bien. C'est assez particulier. Oui, oui. C'est riche, c'est notre culture, c'est notre identité constantinoise. Voilà, c'est notre- Malheureusement, on arrive à la fin de cette troisième et dernière partie de notre émission. Merci. Peut-être un dernier message, un dernier mot, Madame Sraji? On vous remercie, on Merci à vous. remercie La télévision algérienne constantinoise, de Constantine, bien sûr. Voilà, c'est la télévision algérienne, station de Constantine. Voilà. Merci à Et vous. ça nous d'avoir- a fait vraiment plaisir. Merci. On vous remercie énormément. Un plaisir partagé. Voilà. Et merci infiniment, Madame Djelloul. Nous vous remercions vivement, nous remercions la RTA, l'antenne de Constantine. C'est vraiment un honneur pour nous, pour notre Et ville, pour votre accueil notre patrimoine chaleureux aussi. constantinois. Nous souhaitons qu'il soit très bien préservé, de préserver vraiment notre ville. Quand même, on a une identité très importante. Voilà, c'est un bijou. Pour reconnaître. Très bijou, Constantine. Merci beaucoup, Madame Benjelloul Aïcha, Madame Et Sraji nous Mina. demandons aux jeunes, à nos filles, de préserver cette tradition. Très important, Voilà. très important. Merci beaucoup. Donc, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, il est 9h30 du matin, c'est la fin de ce Bonjour d'Algérie diffusé à partir de la station régionale de Constantine pour ce mardi 21 avril 2026. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique de la station régionale, à leur tête, M. Smaïl Belkaidia qui a conçu ce numéro, Madame Sarah Ekhlef qui l'a réalisé. Donc, rendez-vous mardi prochain, même heure, même station. D'ici là, prenez soin de vous et de ce que vous aimez. Excellente journée.